retrouve justement cette semaine pour un grand angle. Il a toujours à chaque fois plus beau gosse que la dernière fois, c'est impressionnant. Ah, merci. La dernière fois que tu étais venu, là, ici, justement, tu étais venu nous parler de GameStop, c'était en fin janvier. Mais ouais, quelle saga. Ouais. Quel bordel. C'était compliqué à comprendre, tu étais venu un peu nous expliquer ce qui se passait, les tenants et les aboutissants. Comment tu vas déjà ? Eh ben, ça va très bien, je suis super content de vous retrouver, ça fait vraiment plaisir. Juste un petit mot pour GameStop pour finir, les Redditors ont gagné. On s'était quitté sur un suspense, genre, c'est un petit cliffhanger, genre qui va gagner entre les hedge funds et les Redditors. C'est les Redditors qui ont gagné, l'action est remontée, tout le monde s'est fait des millions, c'est un bordel. Ah, ils les ont lâchés finalement les actions et du coup tout le monde s'est fait plein de thunes. C'est pas fini encore, d'accord. C'est la fiesta, mais bon, c'était très drôle à suivre. Le peuple avait gagné. Bon, ce soir, c'est un gros sujet NFT. Ouais. On va vous expliquer avec l'âme un peu en long, en large et en travers ce que sont déjà les NFT, parce que c'est vrai qu'on en entend parler partout et c'est parfois difficile à comprendre. Leurs usages actuels, potentiellement dans le futur aussi, et aussi qu'est-ce que vont être les limites. Est-ce qu'on commencerait pas un peu justement au début pour nous mettre dedans avec une petite explication, un petit topo? Déjà, juste des petits exemples parce que oui, c'est vrai. T'as vu le mot passer NFT partout, c'est sûr, ouais. Et t'as vu surtout un peu tout et n'importe quoi où il y avait le mot NFT dessus, tu vois. Donc ces derniers temps, on a vu une œuvre numérique, un fameux collage qui a été vendu à 69 millions de dollars. On dirait franchement un collage DeviantArt vite fait. Bon, 69 millions de dollars. Ça, c'est un NFT. On a vu des articles de presse, de sites internet qui vendaient leurs articles de presse, littéralement. Ça, c'est aussi de la NFT. C'est aussi de la NFT. On a vu, ça c'est le site... 1,4 million quand même, c'est parti. Le New York Times qui a vendu, certains ont vendu leur une, certains ont vendu leurs articles de presse. On a vu des mèmes aussi, plein de mèmes internet, c'était la fiesta, toutes les vieilles gloires d'internet. Donc là on a vu Disaster Girl qui a vendu pour plus de 600 000 $ à NFT, le NFT du mème d'elle-même à l'époque. Qui se rappelle du petit gamin qui sortait du dentiste qui était là genre « Is this real life ?» Anesthésié. Il a aussi vendu tout ça, il a vendu cette image, il a NFTisé comme on peut dire. Overly Attached Girl, vous vous rappelez de cette nana avec ses yeux flippants? Oh merde. C'est un NFT aujourd'hui. C'était le bon plan d'être un mème à un moment. Ça part en NFT direct. C'est comme la tournée de la star des années 80. Vraiment. Je te refais un petit billet. Bad Luck Brian aussi, un NFT bien sûr. On le reconnaît aussi. Est-ce que vous reconnaissez celui-là, Leave Britney Alone? Évidemment. Bah oui, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Il a vendu le truc à NFT. Playboy, les galeries Playboy. Playboy a NFTisé. Je ne sais pas si ça va être NSFWisé aussi, mais c'est du NFT. 100 Thieves, le clan américain, jamais les derniers sur les bons plans, tu vois, et la hype, ils te vendent des icônes NFTisées. Un pixel rouge. Pourquoi pas, hein. 800 000 $. Wow. C'est la magie de ce pixel rouge, 800 000 $ parce qu'il y a le mot NFT dessus. Il y en a dans tous les sens. C'est-à-dire que vraiment, on a un peu l'impression que tout ce qui pouvait être mis en NFT partait. Je vous épargne la meuf qui a fait sa sextape en NFT. Kardashian à l'époque. Il y avait de la place. Est-ce que justement pour les gens qui découvrent aussi, on ferait pas le petit topo sur blockchain, crypto, NFT, sur les termes de base? Exactement. On va juste se remettre à plat, comme ça on est sûr que tout le monde comprend un peu ce que c'est que les NFT. Les NFT, c'est basé sur deux technologies, donc la crypto et la blockchain. La crypto, on le sait, c'est globalement, tu as des données, des informations, et tu vas les rendre illisibles, sauf si tu as la clé pour les décrypter. Donc on a vu le langage du feu quand on avait 8 ans, ou quand tu remplaçais des lettres par des numéros et tout, ça c'est de la cryptographie, et ça c'est une technologie. La deuxième, c'est la blockchain, et la blockchain, c'est une techno qui te permet en fait d'avoir un grand livre de compte, et qui est stocké en peer-to-peer, un peu comme à la grande époque du peer-to-peer pour télécharger des fichiers. Sauf que là, tout le monde se partage un peu ce grand registre de comptes. Et du coup, c'est hyper puissant, puisque dès que tu fais une transaction sur cette blockchain, tout le monde enregistre la transaction. Et du coup, c'est un truc gigantesque qui est très très dur à forcer, en tout cas. Et aujourd'hui, on a le mélange des deux. Tu as une blockchain qui est cryptographiée. Donc, on parle du Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, le Domingold, il paraît, absolument incroyable, qui vous permet en fait de créer des énormes bases de données, et dedans on peut tout mettre, donc on parle beaucoup de la monnaie, mais aussi donc des NFT, de manière cryptée. Et au milieu de tout ça, donc, on connaît les crypto-monnaies, le Bitcoin et compagnie, et les NFT, en fait, ça s'appelle Non-Fungible Tokens, ou des jetons non fongibles. C'est sexy comme nom. C'est très sexy. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un objet fongible? Un objet fongible, en fait, c'est un objet qui est interchangeable. Si aujourd'hui, je prends une pièce d'€1 qui a été émise il y a 20 ans en Allemagne et que je te l'échange contre une pièce d'€1 qui est fraîchement sortie de la monnaie de Paris à Paris, elles ont le même rôle, elles ont la même valeur. Donc ça, c'est complètement fongible. Qu'est-ce qui est semi-fongible? Ce sont des choses qui sont uniques, comme un Bitcoin, qui est un bloc de chaîne unique, mais qui ont la même valeur. Pareil, on peut s'échanger un Bitcoin qui a été miné il y a 10 ans aujourd'hui,
ils ont la même valeur. Et puis après, il y a les objets qui sont pas fongibles et qui sont uniques par leurs caractéristiques. Donc la Joconde, le tableau, aujourd'hui, c'est un objet qui est 100% unique. Donc c'est un peu la différence du coup. Et évidemment, on a réussi à créer un système d'objets ou de caractéristiques non fongibles, donc uniques, dans le numérique et dans la crypto. C'est là où ça devient... Là, c'est le moment où il faut un peu s'accrocher, parce que c'est vrai que ouais. c'est... Alors, c'est nouveau, parce que ça commence un petit peu à dater, mais c'est vrai que déjà le fongible, non fongible, etc., c'est le moment où c'est assez particulier, parce que c'est nouveau et il faut capter le truc, quoi. Et puis c'est là où c'est subtil. Regarde, si je prends une carte Pokémon, une carte Pokémon qui sort d'une usine, elle est globalement fongible. Tu as eu des millions de cartes de Salamèche. Ouais. Voilà, en gros, elles sont interchangeables. Si maintenant cette carte Pokémon de Salamèche a été touchée par Kameto, S'il l'a ouvert, il l'a embrassé en stream. La valeur n'est pas la même, là. Cette carte devient unique, Ouais. elle devient non fongible, tu vois. Donc c'est aussi là où c'est un peu subtil. Donc, Du coup, c'est la valeur qui sera non fongible. la valeur de cette carte, l'objet n'a pas changé, à part qu'il a un petit peu de fluide de Kameto sur lui. Crois Pour qu'il- le reste, globalement, c'est le même objet, mais évidemment, la symbolique qui va avec, l'affect qui va avec, la hype qui va avec, crée la valeur. Mais l'objet lui-même, globalement, la carte, elle s'est pas transformée en or, quoi. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va commencer à recréer de la valeur, de la rareté, de la sécurité sur des objets qui, à la base, n'avaient pas trop de valeur, qui sont des objets numériques, donc des JPEG, des skins, ce genre d'objets, en fait, que tu peux reproduire à l'infini, tu peux les copier-coller, en fait. Et en fait, avec les NFT, tu vas pouvoir faire plein de choses autour. Plein de choses, et parfois des choses un petit peu étonnantes, du coup. Parce que la NFT, on entend énormément parler depuis à peu près 6 mois. Depuis quand ça existe Alors, c'était il y a... en fait, avec l'Ethereum, je ne rentre pas trop dans les détails, mais l'Ethereum permettait de créer d'autres projets, et dont les NFT. Et donc, il y a eu des premiers objets d'art, notamment, et des projets qui sont sortis. Et le plus connu s'appelle CryptoPunks, c'était en 2017. Et c'était des artistes qui ont fait 10 000 portraits, mais genre 16 pixels par 16 pixels. Ok. Ça, c'était les CryptoKitties, c'est un autre projet. Et l'intérêt, évidemment, c'est que les CryptoKitties, comme les CryptoPunks, c'était des images ou là, des sortes... franchement, c'est dégueulasse, il faut reparler au DA, mais... ou alors des petits chats, mais qui étaient uniques par leurs caractéristiques et qui étaient certifiés, puisqu'ils étaient forgés dans la blockchain avec un NFT qui rendait ça complètement unique. Tu ne pouvais pas avoir deux fois... c'est un truc d'authentification, de certification, comme Exactement. quoi t'as le tien, il est unique, il a été fait à telle date, et ensuite tu peux le retracer si jamais tu te l'échanges ou autre. Pourquoi du coup, comme je disais, ça fait à peu près 6-8 mois, on voit plein d'articles dessus ou quoi, Bien pourquoi sûr. ça explose là cette année-là? Alors, les CryptoKitties, c'est un peu parti dans l'oubli, mais les CryptoPunks, c'est revenu très fort. Donc aujourd'hui, ça se vend à 10, 100 fois, 1000 fois la valeur, c'est un peu la folie. Et effectivement, on parle beaucoup de la crypto en ce moment en général. Ouais. Dogecoin avec Elon Musk qui court partout et qui force comme un malade. Ce qu'on appelle le bull run, donc c'est une période du marché où tout explose en valeur. Donc là, aujourd'hui, un Bitcoin, c'est quasiment $60 000. Le Bitcoin, un Ethereum, c'est $4 000. Donc évidemment, tout le monde parle de ça aussi pour un truc financier. Et puis, il y avait tous ces projets qui se sont lancés justement comme CryptoPunks, CryptoKitties, et des startups qui sont lancées aussi, on va en parler, donc Sorare, etc., et qui sont arrivées un peu à maturation au bout de quelques années de développement. Donc là, il y a une sorte de croisement, d'alignement des planètes qui fait que tout le monde parle des NFT et qu'il y en a partout, quoi. Et tu peux aussi acheter, parce que c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus simple aussi pour acheter ou pour les trouver, parce que on voit partout, quoi. Ah bah, du coup, les gens ont créé leur petite galerie d'art. Ouais. Tu vois, t'as plus la galerie Perrotin pour acheter des œuvres d'art à des millions de dollars, mais t'as OpenSea, par exemple, t'as SuperArt, t'as Nifty Getaways, t'as plein de galeries, en fait. Des marketplaces, en gros. Ouais, c'est des marketplaces où t'es un artiste, tu uploads tes images, ton art, tu les mintes, on en parlera plus tard, donc tu crées un NFT pour le lier à ton art et tu les mets aux enchères et les gens mettent des enchères pour te racheter ton œuvre d'art. C'est aussi simple que ça, en fait. Et du coup, parce qu'on va parler de tous les cas, hein, justement, Il y en a beaucoup, parce que c'est un sujet, on rentre dans un truc où c'est la base, mais on va en entendre parler de plus en plus. C'est pour ça aussi qu'on voulait faire un grand angle dessus. Et du coup, est-ce que c'est que pour les biens numériques ou est-ce que tu peux aussi NFTiser des choses réelles, genre mon Mac, n'importe quoi? Et ben on va parler des biens numériques parce qu'on parle beaucoup justement de l'art et des abus qu'il y a en ce moment. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pense, tu peux tout NFTiser. Tu peux appliquer des NFT à notamment des biens réels, en fait. Et c'est ce qui raconte un peu la valeur de ça, c'est que, encore une fois, quand un bien, tu lui mets un pédigré pour dire ce bien a appartenu APA, cette skin, c'était, je sais pas, ce card de Mario Kart, c'était avec ça que Ponce a remporté des tournois. Imaginons si un jour il y a des NFT sur Mario Kart. Jamais gagné de tournoi, gros. Tu te projettes pas assez. C'est vrai, ça le souci, là. Tu vois que l'instant T, là. Ok, j'imagine je gagne. ok. Des choses comme ça, en fait, tu vas
recréer en fait de la valeur et sur des objets physiques. Il y a beaucoup d'usages en tout cas là-dessus. Et le plus évident, c'est évidemment notamment les cartes à collectionner. Et on est en train de recréer les cartes à collectionner qu'il y avait chez les Américains. Tu sais, tu as toujours dans les séries télé le gamin qui a la carte de son baseballeur préféré qui vaut 60 000 $. Ouais. Et l'a mis sous plastique et mourait avec avant de la donner. Et ben aujourd'hui, en fait, on recrée ça. La NBA notamment a recréé ce système de cartes. Là, c'est des petites vidéos avec des moments clés, donc le NBA Top Shots. On a Sorare, donc, qui est une start-up qui est autour du fantasy football, ce coup-ci, dont Antoine Griezmann a investi dedans, pardon, et qui te permet, pareil, en fait, d'avoir des cartes uniques, avec des caractéristiques uniques, et évidemment, toute la marketplace qui va avec. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Il y a même des courses de chevaux, mec. C'est ouf. Tu as des courses de chevaux numériques, et tu as ton cheval numérique pour ton tiercé avec ses caractéristiques, ce qui deviendra un étalon plus tard pour D'accord, ok. mais C'est vraiment la version cyberpunk. C'est genre... voilà. Oui, c'est- Donc ça, tu vois, c'est le côté un peu classique. Tu dis, OK, comme des cartes à collectionner, tu peux NFTiser, et au lieu d'avoir des cartes, tu peux les rendre vraiment 100% uniques. Est-ce que ça s'applique à des objets, des choses donc, qui ne sont pas digitales, mais qui sont non fongibles, comme par exemple un nom, un héritage, quelque chose qui est dématérialisé sur quelqu'un de mort, par exemple C'est quelque chose qui va être possible. Là, je vais t'en parler, mais IBM, tu peux NFTiser des brevets notamment. Ah. Donc, des brevets, c'est à la fois physique et pas physique. Mais on peut, en tout cas, faire aussi ça sur des objets très, très physiques. Et là, il y a un énorme business qui va arriver, qui est en train de se déployer, C'est sur quoi? notamment la contrefaçon, tout bêtement. Aujourd'hui, la contrefaçon, c'est des milliards d'euros par an avec des faux Nike, des faux Yeezy, des faux sacs Vuitton, toutes les grandes marques, en fait, il y a une contrefaçon qui est gigantesque. Et en fait, les grandes marques sont en train de développer, du coup, des systèmes où ils vont certifier leurs produits depuis leurs usines, via des blockchains sécurisées comme Ethereum, par exemple. Et en fait, toi, par exemple, le jour où tu vas en magasin, où tu le rachètes à quelqu'un, tu as, un tag ou un QR code, et tu peux, en un coup de scan, savoir si ce produit est vrai ou pas, en fait. Puisque, évidemment, tu ne peux pas, toi, en tant que faussaire, en plus, rentrer dans la blockchain pour créer un faux NFT. Tu vois, c'est impossible. Ok. Ouais, parce que par exemple, c'est un truc tout con, mais je dis une connerie, t'as une paire de Nike qui est hyper chère, tu l'as achetée, donc du coup, il y a la preuve, il y a la trace écrite comme quoi elle est bien à toi, tu te la fais voler, un autre mec, justement, essaye de la vendre, le mec va lui demander la trace écrite, et il va être en Il mode, l'a pas. bah là, en fait, le souci, c'est que soit t'as rien à me montrer, donc tu peux pas l'authentifier, donc c'est Ouais. peut-être de la contrefaçon, quoi. Et donc Nike est en train de développer un truc qui s'appelle CryptoKicks, Ok. qui va être un système justement pour certifier, donner la traçabilité de ces baskets. Il y a une blockchain qui s'appelle VeChain, en fait, qui est littéralement dédiée à ça, qui bosse avec BMW, des grosses marques, aussi le milieu alimentaire pour la traçabilité de la viande, tu vois, pour être certifié que ta viande française, elle vient de là, elle a été sortie à telle date, etc., sans possibilité en fait de fausser tout ça. Tu peux pas fausser ce jeu parce que, encore une fois, tu passes par un système qui aujourd'hui, en tout cas, en théorie, inviolable. Bonne chance au Ouais, tout est basé sur la blockchain, quoi. Ouais, la blockchain, plus le temps passe et plus c'est difficile en tout cas à forcer. Et puis il y a le luxe, et le luxe, c'est à donf dedans. Alors je peux dire que Vuitton, Prada et compagnie, eux qui voient des tonnes de contrefaçons toute l'année, ils ont un consortium qui s'appelle Aura. Et en fait, eux, ils vont certifier, mais eux, ils veulent carrément certifier tout, genre d'où vient le cuir, qui a cousu le sac, quand est-ce qu'il a été fait. Chaque étape de fabrication, quoi. Parce qu'en plus, ils se rendent compte que c'est aussi un truc de marketing hyper fort, c'est que les gens qui payent très cher des objets de luxe, ils veulent en plus savoir d'où ça vient, tu vois. Donc là, il y a un double business de ouf qui est en train de se créer autour de ça. Ma question va paraître peut-être un peu idiote, moi j'y connais rien, mais du coup, quel est l'intérêt des NFT dans ce cas-là? Pourquoi on ne peut pas faire des certificats, des labels, tout simplement, pour certifier ce genre de choses? Parce que tu parlais de QR code, mais tu n'es pas obligé de faire un NFT ou j'en sais rien pour ça, non? En fait, aujourd'hui, tu peux quasiment tout fausser. Un faussaire peut faire des tableaux très proches de la réalité, tu peux imprimer des faux billets. Aujourd'hui, tu peux pas. Il n'y a pas encore une seule fois un faux Bitcoin ou un faux Ethereum qui a été créé. C'est pas possible, en fait. Pour ça, il faudrait encore une fois que tu forces une blockchain qui est composée de millions d'ordinateurs à travers le monde. Et il y a une règle, c'est qu'il faudrait que tu arrives à corrompre au moins 51% des ordinateurs simultanément au même moment pour corrompre une partie de la blockchain. Enfin, c'est C'est impossible. impossible. Ok. Tu peux pas fausser un NFT comme tu pourrais fausser un billet de banque, par exemple. Donc là, les gens se disent, attends, j'ai un truc, c'est numérique, c'est simple à faire, j'ai une traçabilité absolue. Le mec, on peut pas tricher là-dessus, on peut pas le copier, on peut pas tricher. C'est jackpot, quoi, en fait. C'est énormissime. Ok. C'est énormissime. Parce que là, du coup, c'est vrai que pour le luxe, les mecs doivent se dire putain, c'est pour nous. C'est pour nous, là, faut qu'on creuse. Là, ils ont pris des emprunts pour acheter une 4e ou 5e maison, je pense, mais l'avenir est radieux pour eux, ils sont bien. Je m'étonne, il y en a partout. Est-ce qu'il y en a dans le jeu vidéo? Ouais, alors du coup, gros usage aussi qui va arriver, le jeu vidéo, parce qu'évidemment, nous, à chaque fois que je parle de la NFT,
sais, on se pose un peu des questions, genre, les gens ne comprennent pas exactement. Mais dès que tu parles de jeux vidéo, on a été les premiers, en fait, à essayer de looter des armes rares, des cartes légendaires, avoir des skins. Tu sais, dernièrement, tu as des skins évolutives. Sur CSGO, tu vois, avec les fameuses armes qui traquent ton nombre de kills. Les stickers et tout. Ouais, toutes ces choses-là, en fait. Et on se rend compte que déjà, en fait, on paye pour des objets rares, des objets qui sont plus ou moins certifiés. Et puis, évidemment, dans le jeu vidéo, t'imagines le jour où tu as une vraie valeur, une vraie plateforme avec une vraie monnaie qui te fait que tous les items du jeu, ton perso, tes achievements, tes items, tes matchs, ton jeu lui-même, tu peux tout tokeniser, tout NFTiser et tu peux vendre ou pas. Et d'ailleurs, c'est le retour du marché de l'occasion dans le jeu vidéo qui avait un peu disparu, tu vois, avec le démat. Et en fait, du coup, tu as des startups hyper ambitieuses. Pour les gens qui veulent se renseigner, tu as Engine et tu as Ultra qui sont des startups qui veulent carrément créer le Steam NFT de demain. Ils disent à un éditeur, mec, t'es Activision, tu viens poser ton truc sur ma plateforme, en 2 secondes, je te NFTise tous tes jeux, tous les assets de tes jeux, et après les joueurs, évidemment, ils vont se revendre les trucs entre eux, etc. Et évidemment, à chaque fois, tu prends une petite part. C'est leur business, quoi. C'est $1 pour une personne, mais t'inquiète que toi, à la fin, c'est le catching. Et il y a même Ubisoft qui s'est penché sur la question depuis 2018. Ils ont un département qui est dédié à ça, et ils ont montré un prototype de jeu qui s'appelle Ashcraft, et qui est un jeu qui est basé sur la NFT déjà, quoi. Donc ça va arriver. Parce que je pense ce qui peut être le plus compliqué à comprendre, c'est le fait que ça t'appartient, mais ça t'appartient pas vraiment. Parce que là, on parlait de Kamel, par exemple, on parlait de Saken, j'ai une connerie, mais par exemple, il pourrait y avoir un mec dans 5 ans qui achète le skin avec lequel Saken a gagné les Worlds, le skin de Rise. Je te prends un exemple. T'inquiète. Mais le skin de Rise de Saken, et du coup, il est à lui. Mais c'est vrai qu'il est à lui, mais... Mais après, t'auras d'autres skins de Saken, genre le même skin, sauf que lui, il aura juste... Ça qui est bizarre, c'est que lui, il a le certificat que Saken a gagné les Worlds avec. Quoi. Voilà, avec cette skin-là. Et encore une fois, c'est le certificat qui fait plus de valeur quasiment que l'objet lui-même. Ouais. Tu vois, pour reprendre une métaphore, c'est dans le monde de la photo. Aujourd'hui, quand tu vends des photos dans le marché de l'art, bon, bah, ta photo, c'est une impression, quoi. Tu vois, ça sort d'une imprimante et basta. Et ce qui fait la valeur de la photo, c'est le fait que derrière, l'artiste, il est signé à la main, il est mis tirage 1 sur 3. Oui, mais ça, est-ce que c'est pas vrai pour quasiment tout ? Parce que tu vois, on achète toujours des choses, mais on l'achète pas du tout à la valeur marchande. On l'achète à la valeur de qui le met en vente, comment ça a été utilisé, la rareté, etc. Tu vois, on parlait tout à l'heure des cartes. On n'a jamais eu besoin d'NFT ou de ce genre de choses pour vendre des choses de collection. Les cartes, quand tu vends un Dracofeu à 10 000 balles, tu vends un Dracofeu à 10 000 balles, ça a été certifié, PSA, machin. Mais encore une fois, la certification, des fois, ça peut être limite. On a vu qu'il y avait des faussaires d'à peu près tout le monde, et des tentatives de faussaires de cartes Pokémon d'ailleurs. Et puis dans le numérique, ce qui est impossible, c'est qu'en fait, dans un jeu vidéo, n'importe quel hacker peut dupliquer un item, par exemple. Tu vois. Bah ouais. Et là, en fait, tu ne peux plus, en tout cas, dire que tu as dupliqué la skin utilisée par Saken pour gagner les European Masters. Donc la force, c'est cette histoire de blockchain qui bloque tout, quoi. Enfin, qui fait qu'on ne peut pas refaire, qui certifie que c'est... Ouais, c'est comme ça en peer-to-peer, c'est tout le monde compte sur les autres, et donc du coup, bah, le truc... entre guillemets, c'est un peu à l'ancienne, mais c'est ta carte Pokémon, tu l'as pas dans un manoir de OK, je l'ai acheté 36 000, je l'ai revendu 420 000 et elle va à un tel, c'est numérique, quoi. C'est un peu la numérisation de tout. Mais quoi. c'est ça, en fait. J'ai l'impression que c'est la même chose qu'avant, sauf que c'est numérisé. Bien sûr. J'ai 700 sas, tu vois. Sauf que tu peux aller encore plus loin que ça, parce que tu peux créer des fonctionnalités dans les NFT qui disent que, par exemple, si tu es un artiste et que tu vends ta toile, ton art en NFT par quelqu'un, tu peux faire en sorte qu'automatiquement, si une personne revend cette toile, il y a une traçabilité de tous les propriétaires, et toi, automatiquement, tu reprends un pourcentage en tant qu'artiste. Donc toi, en tant qu'auteur de l'œuvre d'art, tu as une traçabilité. Tu peux être le sûr pourcentage à la revente, à chaque revente. Imagine ton œuvre, elles ont 10 fois, tu reprends au début 80, puis 10, 10, 10, c'est pas mal. Parce que ça a l'air aussi d'être, là où on a le plus entendu parler des NFT, c'est justement dans le milieu artistique, c'est-à-dire avec des œuvres qui sont vendues, c'est un peu l'accès au numérique, j'ai l'impression, pour les artistes, non ? Ouais, en fait, dans le milieu de l'art, en fait, si vous connaissez le milieu de l'art, plutôt le business de l'art. Donc là, je vais pas parler des gens qui font un truc dans leur garage pépouze et qui peignent pour le plaisir. On va parler business. Le milieu de l'art, en fait, il a toujours boudé le numérique parce que justement, il pouvait pas créer de rareté sur le numérique. Ah bah ouais. Aujourd'hui, tu fais un super artwork, tu le fous sur ArtStation, sur Beyond, sur Twitter. Bon bah, moi, je l'enregistre sur mon PC et je le copie-coller, quoi. Ouais. Donc je suis content, tout le monde est content. Mais globalement, c'est très dur pour toi de vendre aussi cher que quand c'était quelque chose d'unique. Donc les artistes, ils vivent différemment aujourd'hui. Tu vois, ils ont des Patreon, des petits machins comme ça, mais t'as pas un JPEG qui est vendu 1 million d'euros, quoi. Ça n'a aucun sens. Tu vois. Et donc le business de l'art, qui est un business gigantesque, et peut-être pas pour les bonnes raisons d'ailleurs, s'est dit, OK, on vient de recréer de la valeur. On vient de recréer une énorme valeur dans le marché de l'art numérique qui n'existait pas. Donc là, en fait, on a, pareil, eux, je pense qu'ils peuvent s'acheter une 5e ou 6e maison, parce qu'il y a peut-être
Mais néanmoins chantant. Mais je pense que c'est ça, parce que je vois des gens comprendre, s'intéresser, s'accrocher, d'autres pas trop comprendre. C'est ce truc de justement, qu'est-ce qui va faire que toi, tu peux, entre guillemets, faire un clic droit, enregistrer sous le JPEG et tu l'as sur ton bureau, du mec à côté qui a lâché 1 million et qui l'a fait clic droit enregistré, mais qui a le certificat, quoi. Ouais. Alors, il y a 2 trucs. Un, il y a l'affect, et 2, il y a la spéculation. Ouais. L'affect, encore une fois, c'est hyper important. Je te dis, si un jour, ton Pokémon, il a vécu 10 ans d'aventure avec toi, il a fait tous les Pokémon, tu as fait tous les jeux Pokémon avec, tu l'as trimballé de jeu en jeu, etc. Et qu'en plus, ça s'inscrit dans son NFT, dans son pédigré, il aura une valeur immense pour toi. Si en plus, Ken Bogard a joué avec, t'imagines là, ça fait au moins 2-3 millions. Là, c'est la fin de tout. Donc déjà, tu vois, tu as de l'affect. Tout comme un jour, on parlait de la carte touchée par Kameto, tu as un affect qui ne touchait ça. Ça n'a rien de raisonné, tu vois. Et puis en 2, effectivement, tu as la spéculation. Et la spéculation, c'est... Il y a des gens qui vont avoir cet affect. Et moi, je vais faire en sorte d'acheter ce truc-là et de jouer sur l'affect et la montée de l'affect, donc la montée de la hype, pour le revendre plus tard. Donc effectivement, si un jour, Kameto dit « Ok, on vend des skins de la Kameto Corp, de la K-Corp, pardon, tu les achètes un Ether et t'espères qu'un jour, vous allez faire les Worlds et que tu les remportes. C'est ça. Parce que là, t'es dans la spéculation. Ouais. Si la K-Corp remporte les Worlds, Ouais, ton truc que t'as acheté ça donc là-dessus, on rentre dans la pure spéculation. Donc les gens achètent des certificats de propriété de choses pas matérielles en espérant les rendre plus chers. Moi, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est le côté offre et demande. Qui fixe le prix quand je vois un pixel rouge à 900 000 $? Ça te chauffe pas, toi? Pas de ouf. Je veux dire, c'est la personne qui a mis le NFT dessus qui décide du prix. C'est les enchères. D'accord. D'accord. Tu vois ouais. les enchères. Tu vois les gens qui montent sur les enchères et qui rajoutent. Là, le pixel rouge, c'est... c'est évidemment, on est au bout du là, truc. En fait, c'est de l'art moderne où t'es plus dans la démarche que dans l'exécution, parce qu'évidemment, ils ont voulu déroger la folie des NFT en faisant ce truc-là, et ils ont fait 800 000 $. Mais effectivement, c'est les gens, encore une fois, qui mettent ce qu'ils pensent être la bonne valeur. Et puis encore une fois, la spéculation fait que tu peux dire, OK, je vais gagner. Là, les NFT, ces dernières semaines, ça s'est écroulé après la première hype, donc les prix sont retombés. Ceux qui ont claqué 70 millions de $, dans l'œuvre de Beeple, je peux dire qu'il ne la revendra pas 62 millions de $ tout de suite. Ouais. Il s'accroche au truc. Mais c'est vrai que là, on voit que justement, les NFT peuvent être un peu partout. On voit un tweet intéressant sur l'impact écologique, parce qu'il y a aussi beaucoup de polémiques autour des NFT, notamment sur justement cet impact écologique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, peut-être Il y a Kamel qui est chaud, pardon. Il est trop abonné parce qu'il fait comme ça, il fait... Non, j'ai pas envie de déranger dans son Non, dossier. vas-y. Mais en fait, moi, je comprends exactement ce qui se passe avec les NFT, même si, des fois, ils vont vendre des dessins virtuels, une paire de chaussures virtuelles ou je sais pas quoi. Un tweet. Ouais, ou un tweet. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de plateforme où tu peux te connecter. Et par exemple, si toi, tu as acheté, je sais pas moi, 500 000 $ de NFT, j'aimerais bien voir tes œuvres ou quoi que ce soit pour potentiellement les racheter ou quoi. Il n'y a pas de plateforme pour ça. Sur les galeries, tu vois, genre Nifty Getaways, Super Rare, etc., tu peux voir en fait qui est le propriétaire d'une œuvre. Et tu peux d'ailleurs littéralement télécharger l'œuvre aussi. Okay. Voilà. Mais tu peux voir en tout cas qui est le propriétaire actuel de l'œuvre avec l'adresse publique de son wallet en crypto en fait. Donc, ça, tu peux le voir. Et donc, si toi tu veux de la péter en tant qu'acheteur, tu peux avoir ta page où tu as toutes les œuvres que tu détiens. Et donc c'est le cas. Donc si tu veux juste un peu bomber le... Ouais, voilà, pour flexer un peu, tu vois, ok. C'est une forme d'affect qui motive aussi. Ouais, Ponce. Avant de parler d'écologie, parce que la question était quand même très intéressante, j'avoue, juste les 800 000 $ qui sont partis pour le pixel rouge, qui c'est qui les a reçus? 900 000, pardon. Le mec qui les a mis, non qui a créé le NFT du pixel. L'acheteur, Alors, ce qui est étrange avec les cryptos et les crypto-monnaies, c'est que tu peux avoir un anonymat total, puisque tu ne vois qu'une adresse de wallet qui est une suite de chiffres. Mais donc c'est un être humain qui à un moment donné s'est dit je vais aller vendre ce pixel. Moi j'ai pas mal de pixels en vente. L'artiste, tu reconnais l'artiste parce que tu te crées un compte pour dire. D'accord, ok, d'accord. Ponce Art, et puis tu mets tes trucs. Mais les acheteurs, tu peux voir que les coordonnées de leur wallet public. Parce qu'il n'y a pas un truc aussi où justement on parle beaucoup à quel point ça va être la technologie du futur, mais à l'instant T, c'est-à-dire qu'il y a peut-être plein d'artistes qui ont dû être douillés, des mecs qui ont fait les mèmes, ou il y en a peut-être qui ont été intelligents pour mettre leur propre mème en NFT, mais sinon des gens qui se sont dit « Ah putain, ça c'est un bon mème, allez boum, je le balance » et c'est à eux qu'est revenu l'argent. En ce moment, c'est le Far West. Il ne peut pas y avoir des claims du mec original sur le mème. Je pense que si t'as ta gueule dessus, j'espère. Des gens, ils arrivent et puis ils voient ton tweet et ils l'envoient dans une galerie en disant « J'ai tokenisé ce tweet, il m'appartient ». Et en fait, ton tweet appartient à quelqu'un. Alors évidemment, juridiquement, ça tient pas. En attendant, tu as des artistes qui postaient notamment tu vois, leur art sur Twitter. Tu as même Jack, le boss de Twitter, qui a vu ses tweets tokenisés, NFTisés. Et pour l'instant, c'est un bordel. C'est vraiment un bordel sans nom. Il n'y a pas de règles. Mais en même temps, j'ai envie de dire, si un jour tu te balades et tu dis, tiens, je vois un JPEG d'un artiste qui coûte 2 Ethers, donc
quasiment 8000 balles, tu te renseignes un peu, quoi. Ouais. Tu vois, tu vas pas dire, bon, bah, j'achète, tu vas te dire, je vais aller voir l'artiste, je vais aller voir sa page Instagram si c'est cette personne. Donc après, si tu vois un truc comme ça, pour payer à l'aveugle. Ouais, il y en a, Mais bon, ils avaient investi dans le Bitcoin il y a 30 ans et maintenant, ça y est, il y a même une ils en ont. startup qui veut tokeniser, NFTiser des endroits du monde. Ah Tu vois, ouais. comme, tu sais, à l'époque, tu sais, quand on te vendait Ah ouais. le monde des étoiles. C'est chiant ça. Et Mais- là, t'as un truc qui s'appelle OVR et ils veulent te dire, tu peux tokeniser la Tour Eiffel sur Google Maps, machin. Et en fait, ils essaient de parcelliser le monde entier pour tout revendre. C'est vachement chiant ça, non? Non, mais c'est vrai que ça, c'est Ça tient sur rien. c'est un peu complexe, parce que je disais à Kamel juste avant, on s'est baladé sur le site et il y a un gars qui vendait une photo de moi en mode Twitch streamer Domingo. En mode yes, je t'appartiens, je suis à toi désormais. Mais là-dessus, c'est vrai que là-dessus, ça tient à rien. Et c'est vraiment, c'est des purs spéculateurs ou des escrocs. Ouais, Qui... c'est en ce moment quoi, ça joue, que c'est en train de se mettre en place. Justement, pour revenir là sur les polémiques autour des NFT, Bien la sûr. question de l'écologie. Mais ouais, elle est importante. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, nous éclairer? Alors, les gens disent souvent qu'effectivement, les cryptos, ça consomme une énergie de ouf. On a des chiffres alarmants, genre, le Bitcoin consomme plus d'énergie que l'Argentine, tu vois, des trucs un peu dingues. Réponse, pour la faire courte, ouais. Pour l'instant, c'est une catastrophe écologique. Ok. Une catastrophe écologique, juste parce que pour revenir un peu rapidement sur ce qu'il faut pour faire marcher une crypto, à la base, en fait, les cryptos comme l'ETH, sur lesquels sont basés beaucoup d'NFT, et le Bitcoin, en fait, elles sont basées sur un concept de pénibilité. C'est ça qui est un peu dingue. On appelle ça le proof of work. Et justement, c'est un concept qui empêche des gens de fausser ou de s'emparer d'une crypto-monnaie. C'est que à chaque fois que tu fais une transaction, il faut que quelqu'un calcule cette transaction. Ok. Donc tous les ordinateurs qui sont partagés à travers le monde, ils sont tirés au sort. Et celui qui arrive à calculer la transaction, il ajoute la transaction à la blockchain, il agrandit la blockchain, le registre, etc. Et t'es récompensé. C'est ce qu'on appelle miner du Bitcoin. Miner, oui, c'est ça. Sauf que miner, c'est pas vrai en fait. Littéralement, tu fais des calculs hyper intensifs et qui ne servent à rien, juste qui sont de plus en plus pénibles parce que c'est de plus en plus dur de calculer cette blockchain. Donc aujourd'hui, évidemment, quand en 2009, l'inventeur du Bitcoin a créé le Bitcoin, bon, les gars, ils étaient 14 geeks à vouloir révolutionner la finance, mais ils ne pensaient pas qu'un Bitcoin, ça vaudrait $60 000 Ouais. plus tard, quoi. Bon, dans ses rêves les plus fous. Ils ne pensaient pas qu'il y aurait des millions de personnes qui allaient être là-dessus et qu'en Chine, en Ukraine, tu aurais des usines entières adossées à des cascades pour consommer un max d'électricité au prix minimum pour miner du Bitcoin. Donc aujourd'hui, en fait, dès que tu veux créer sur ces blockchains, tu dois faire des calculs énormes. Et sur l'Ethereum, c'est pareil. Donc si tu veux miner un Ethereum pour faire de l'argent, tu dois faire des calculs super intensifs. Et si tu veux forger un NFT, on appelle ça minter un NFT, c'est pareil. Il faut que tu fasses des calculs hyper intensifs et donc ça consomme de l'énergie. Donc, à l'échelle des crypto-monnaies... Ah, ça grind en 2021 là. Ah ouais, Là, non, c'est, mais là, la NFT, je peux dire, c'est le périph' à 17h un Ouais. vendredi soir. Hein. C'est l'embouteillage à tous les étages. C'est un bordel. Donc en ce moment, comme tout le monde est sur l'Ethereum, parce que c'est la blockchain, la deuxième blockchain la plus populaire et la seule qui permet de créer des NFT contrairement au Bitcoin, c'est le bordel. Aujourd'hui, pour minter une œuvre d'art, ça peut te coûter des dizaines, voire des centaines d'euros juste de créer le NFT qui va avec. Ça consomme de l'énergie, parce que quelque part dans le monde, t'as un mec qui fait tourner des cartes graphiques GeForce Ah ouais. à fond de balle à côté d'une rivière pour le refroidir. Il n'y a aucune solution du coup pour contrer ça. C'est forcément blockchain, crypto, ça va forcément être justement la surconsommation. Non, il y a des solutions. Il y a des solutions qui vont arriver. En attendant que les solutions arrivent, ceux qui sont pro-NFT et pro-crypto disent « Vous inquiétez pas, on a planté des arbres, tout va bien ». Donc là, c'est l'instant greenwashing. Propre le petit où bouclier. des artistes, 1000 arbres. voilà, on a eu des artistes comme Grimes, la célèbre artiste, hein, la compagne d'Elon Musk, qui a vendu pour $6 millions de NFT. Et d'après des calculs, donc c'est un célèbre site, mais qui a été retiré depuis, qui s'appelle cryptoart.whatthefuck, qui calcule un peu le genre, bon ok, cette œuvre d'art, elle a coûté 1 an d'énergie d'un foyer américain. Ah oui, de 100 j'avoue, personnes. ouais. Tu vois, c'était les fameuses comparaisons. Et là, ça a été calculé que ça avait calculé à peu près 122 tonnes de pollution carbone en équivalent pour les 6 millions de NFT, les $6 millions de NFT de Grimes. Et elle avait dit qu'elle donnerait une partie, tu sais, en compensation carbone pour devenir, tu sais, le fameux carbone neutral, Ouais. voire carbone négatif. On a vu Beeple, donc le fameux artiste, tu vois, qui... Celui qui a vendu à 60 millions là. Ouais. Voilà, donc le mec, il y a 6 mois, l'œuvre la plus chère qu'il avait vendue, il avait coûté $200 quand même. Là, le mec, il est passé de 200 à 69 millions de dollars. Mais il les a pas touchés, ça. Ah bah si, il a touché une grosse partie. Ah, il a touché. Ah ouais, D'accord. bien sûr, Je sais pas, c'est la question que je me pose souvent, tu sais, quand on parle de crypto et tout, j'ai l'impression qu'il y a jamais d'argent. Non, et t'inquiète, il est bien. Il est vraiment très bien. Je vais dessiner. On peut les sortir ou non après quoi. Même lui, il dit que c'est une folie. Il dit effectivement, bon bah moi je suis refait en tant qu'artiste, je suis heureux, je suis reconnu, etc. Mais je vais donner beaucoup d'argent pour essayer de redevenir neutre, voire
négatif sur mon bilan carbone. On a des projets comme le Creole NFT qui essaie de jouer là-dessus. Et Nifty Gateway, je vous fais un petit truc là-dessus, parce que Nifty Gateway, ça appartient à Tyler Winklevoss. Et je ne sais pas si vous avez vu le film The Social Network. Ouais. C'est un des frères jumeaux qui a investi dans Facebook. Ah, trop drôle. Tu te rappelles les frères jumeaux un peu, même qu'un Hugo Boss. Bon, bah, eux, en fait, ils ont vu la crypto avant tout le monde et ils possèdent Nifty Gateway, qui est une des grosses... Marketplace. les grosses marketplaces. Et il dit, voilà, on a redonné 6,5 millions de dollars à l'Open Earth Foundation, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, par rapport à ce qu'on a fait, on est 42 fois plus vert que la position. Ouais, tout le monde essaye de se protéger, tout le monde essaie de se clean, quoi. Et c'est du pur greenwashing, puisqu'il y a un tweetos qui le résume très très bien. À l'époque où ArtStation a voulu se lancer dans les NFT, il y a eu un tel backlash de la communauté qu'ils ont annulé. Et il dit, aujourd'hui, faire de la NFT et dire, attendez, on va faire des compensations carbone, c'est comme mettre feu à une maison et puis planter une plante en pot à côté et dire c'est bon, on est quitte. C'est un peu la même histoire. Donc pour l'instant, c'est le bordel. Mais effectivement, il y a des solutions qui vont arriver plus tard, puisque la crypto elle-même, elle est en train de changer complètement. Okay. Et justement, ce système de minage qui est une catastrophe énergétique, écologique, et aussi une catastrophe pour les gamers, il faut le dire. Oui. Les cartes graphiques, c'est fini. Hein. Tu peux plus en avoir. 1200 € chez LDLC, ça suffit. Hein, c'est une souffrance. Je vous préviens aussi, je vous dis tout de suite, c'est un scoop, achetez des disques durs, puisque là, dans quelques mois, le nouveau truc, ça va être les disques durs. Okay. Pourquoi okay. Le petit filon. Il y a le Proof of Work, maintenant je parle du Proof of Space. Tu conseilles du combien de Terra, toi? Et ben là, il y a une crypto qui se base sur le Proof of Space and Time qui va arriver, dont tout le monde parle. Il y a Amazon qui est partenaire, et tu vas faire, plus tu auras d'espace disque libre, et plus tu vas faire de l'argent. Donc je peux vous dire... J'ai 1 Tera 5 de dispo, moi. Pas mal. Tu peux monter, je te mets 500. J'arrête de leur sujet, mais si vous voulez acheter des disques durs, okay. Les copains, faites-le maintenant. Mais vraiment, faites-le maintenant, parce que ça va faire x2 d'ici septembre, c'est un bordel. Bref, en attendant, il y a d'autres systèmes qui te permettent de miner de la crypto et de faire de l'argent. Et il y en a un qui est très à la mode aujourd'hui, qui s'appelle le Proof of Stake. Donc là, le but, c'est pas de faire des calculs débiles juste pour prouver que tu es là. Il faut juste être là. Il faut juste épargner. Voilà. En gros, c'est un livret A, quoi. Tu poses tes cryptos, et tant qu'ils ne touchent pas, tu gagnes de l'argent parce que tu aides à stabiliser le truc. Donc déjà, ça bouffe beaucoup. Tu fais confiance au truc et il tourne tout seul. Il y a des systèmes comme les Layer 2, je ne vais pas rentrer dans les techniques, qui permettent effectivement, en tout cas, le but du jeu, c'est d'alléger un peu les cryptos congestionnés comme le TH, et que ça bouffe moins d'énergie et moins d'argent. Et donc, tu as plein aujourd'hui de systèmes en fait, qui te permettent de faire de la NFT. Oula, j'ai failli casser mon boîtier. Qui te permettent de faire de la NFT de manière plus écolo. Et même le NBA Top Shots, ils sont basés sur un système qui s'appelle Flow et qui est fait pour la NFT et qui bouffe genre 99% d'énergie en moins que de l'Ethereum quand tu veux minter une carte. Donc, aujourd'hui, tu as des trucs plus écolos. Voilà. Ok, d'accord, et ça c'est le truc de la NBA Top Shot justement. Ouais. Et pourquoi est-ce que ça va se faire progressivement le switch? Pourquoi justement ça c'est pas plus connu, c'est que le début? Bah, en fait, le problème c'est que vous êtes dans la crypto, pas vous très léger, un petit peu. Un petit peu. C'est le Far West. Ouais. Tu vois, Kamel, c'est le Far West. C'est qu'en gros, tu as des shitcoins qui arrivent, ils font plus de 10 000%, ils font 9 000% en moins. Tu as des mecs qui s'enfuient. Tu as des dizaines de milliers de cryptos et de projets qui se lancent n'importe où. Tu en as 2 qui sont vraiment safe aujourd'hui, on va dire, c'est Bitcoin et Ethereum, qui sont vraiment deux écosystèmes vraiment safe. Donc aujourd'hui, tu dis, bon, j'ai des trucs qui marchent mieux, mais est-ce que ça va être adopté? Tu vois, est-ce que ça va vraiment être suivi? Le VeChain, est-ce que le Flow, ça va être suivi? Est-ce que Engine, Ultra, tous les trucs que je vous ai montrés, ça va être suivi? Est-ce que ça va flopper? Encore une fois, tu as beaucoup de chances qu'il y ait 90% des projets qui floppent et qu'à la fin, il en reste 4. C'est une bonne idée, mais elle peut pas aller à terme. Donc la plupart des gens disent, OK, nous, en fait, on va rester sur Ethereum parce que c'est safe. Et Ethereum a promis, depuis des années, de justement passer en Proof of Stake. Et donc là, la promesse 2.0. Voilà, l'Ethereum 2.0, c'est pour l'année prochaine et il consommera moins d'énergie. Aujourd'hui, c'est un bordel. Okay. Mais donc, on y croit, mais en ce moment, les NFT, c'est hyper excitant. Tu vois, je te vois à fond. Mais traçabilité de la bouffe, jeux vidéo, contrefaçon, aussi même des trucs en famille, tu vois, créer des vrais souvenirs, les certifier, etc. Tu vois, les possibilités, elles sont infinies en fait. C'est infini. Aujourd'hui, c'est juste qu'on voit surtout la partie immergée de l'iceberg, qui sont des gros connards, on va pas se mentir. Où tout le monde essaye de faire son bise, de voler le truc de l'autre. Mais il y a un truc hyper puissant qui est en dessous, qui est en train de se former. Et vraiment, c'est comme si je vous disais, en 2005, vous allez acheter un jour des objets virtuels qui vous servent à rien. Ouais. Voilà, il faut se dire comme ça. C'est comme si je vous disais en 2009, non mais vraiment, la crypto-monnaie, c'est une nouvelle manière de percevoir, et comme tu dis, un truc même famille ou quoi, c'est pour authentifier. C'est vrai que tu fais une photo de famille maintenant, dans 300 ans, bon bah peut-être que tu seras content de voir Pompon et son papa. 2020. Mais ce sera mignon. Mais c'est vrai que c'est un très très gros sujet. Ouais, gros morceau. Est-ce que vous avez des petites questions? Moi j'ai des milliards de questions, donc je vais éviter en vrai. Non, moi je vous jure, j'ai des milliards de questions. Parce qu'en gros, on en a parlé très rapidement
avant l'émission et tu me disais, Lame, soit ça va te paraître complètement débile, absurde, soit ça va te paraître du génie, tu vois. Ouais. Et en fait, je suis vraiment entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui me dit, tu vois, de cet aspect un peu génial, effectivement, dans 300 ans, etc. Mais en fait, il y a toute l'autre partie de moi qui me dit, mais c'est complètement débile parce que cette valeur dont on parle, quand on parle d'une valeur qui n'est pas physique, pas marchande, cette valeur un peu, je sais pas, morale, je sais pas comment dire. Tu de vois, l'affect, quoi. voilà, j'ai l'impression que ça a toujours existé. On a toujours fait des collections et revendre un truc, les Pokémon, les cartes Pokémon et tout, tu vois. Et donc, j'ai bien compris que c'était pour sécuriser un petit peu le machin en disant, regarde, c'est vrai, parce que personne n'a pu mentir à un moment donné dans la blockchain, Ouais, donc en fait, c'est la vrai. blockchain, c'est ce qu'on appelle en fait une confiance à 100%. Ouais, Décentralisée, vraiment de toi à moi, on passe pas par un organisme ou une banque c'est ça. pour faire des échanges 100%. Personne n'a été vendu au milieu de la boucle. Exactement. C'est ça, c'est informatisé. Ouais, Mais c'est- est-ce c'est que ça justifie les prix incroyables? Moi, en fait, je pensais que les prix étaient justifiés par la rareté. Mais si tu me dis, par exemple, que le pixel rouge peut être repris par tout le monde, mais que toi, tu as juste C'est celui là qui où a c'est la chelou. petite étiquette, C'est là où c'est chelou parce qu'effectivement, tu vois. aujourd'hui, l'œuvre que tu vois dans les galeries, tu peux littéralement télécharger le MP4 ou le PNG, mais à l'identique. Bah oui. Ouais. À l'identique. Ah bah oui. Et Juste toi, tu tu l'as et t'as payé pour, quoi. C'est ça, ça, je pense, qui est hyper particulier C'est à pour ça, comprendre. il y a pas Ouais. ce côté ce hyper qui rareté, quoi. Mais la rareté, c'est que tu as le certificat qui est dans ton porte-monnaie, dans ton wallet, Mais qui est tout le monde lié s'en fout. à cet objet. Et qui fait que cet objet, en tout cas, quel que soit le nombre d'exemplaires qu'il y a, l'original t'appartient. C'est Moi, hyper chelou. Et Marie a répondu, et je suis assez d'accord, mais on s'en fout. En fait, Je ça vais- je vais dépend. lui Tout le monde s'en entremettre Ça dépend parce qu'il y a dans- l'affect en fait. Si, Ouais. si par exemple la personne qui a acheté 900 000 $, le pixel rouge n'est pas dans du FC spéculation, mais plus du côté affect, Ouais. c'est peut-être un multimillionnaire qui Ouais, mais dit, moi, ouais, le pixel rouge là, c'est une dinguerie. J'ai le pixel rouge, il est à moi, tu vois. Mais il n'est pas forcément à lui parce que tout le monde peut s'en servir. Tout le monde peut utiliser. c'est ça qui est tout le monde peut- particulier, tu vois, tu peux arriver et faire, moi j'en ai 2 gros, tiens, regarde, ils sont là. Moi j'en ai 3, Ouais, mais t'as pas de tiens, il y en a- certificat, enfin, toi. tu vois. Tu peux pas le revendre, tu peux pas. tu Ouais, peux mais pas je m'en fous de son certificat. Enfin, tu vois, c'est ça qui est particulier. hyper C'est bizarre, ouais. Ce que j'aime bien, c'est que tu vois ce côté un peu chelou, c'est que justement, nous, ça nous permet de pas se dire, ouais, il va y avoir une dictature, les mecs ils vont privatiser les trucs, on pourra plus y toucher. Ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, tu pourras continuer, toi, si tu veux télécharger des images ou des vidéos de la NBA, rien ne t'en empêchera. Et s'il y en a qui veulent faire un game, parce qu'en fait, il y a un gars, il était à la finale NBA et il a vu le contre de LeBron à 3,03 m et c'est le plus beau moment de sa vie, et du coup, il célèbre ça avec un petit cadeau qui est le NFT de ce moment. Rien n'en empêche, et moi, j'en empêche pas. Et si le mec ne m'empêche pas de revoir cette action, tout le monde est Ouais. content. L'intérêt des NFT, c'est que ça te privatise pas, tu vois, l'œuvre en elle-même. Heureusement, parce que là Ouais, c'est comme les œuvres d'art un peu justement où les mecs les possèdent mais ils les remettent dans les musées, c'est-à-dire que c'est à eux mais Oui, oui, les ouais, gens ouais, continuent ouais, d'utiliser. Et puis, Enfin, de comme, voir, dit comme dit Kamel, t'as raison, hein, l'affect, c'est aussi l'ego. Hein. Savoir que c'est toi le propriétaire, tout comme t'as des gens qui veulent avoir leur nom dans une aile de musée, parce que tu leur dis, quel est l'intérêt pour toi d'avoir des œuvres d'art que tu fous à disposition de c'est tout pas le monde. Ouais. Se la péter des C'est ça, fois, si t'as une plateforme où tu peux montrer tous tes NFT, t'es en mode ouais, j'ai le pixel rouge. Il y a la plus grosse Ouais, NFT. ouais. Mais regarde, dans les jeux vidéo, tu vois tous tes achievements, des fois tu te la pètes. parce C'est que, vrai, les hauts ton- faits, ton- c'est vrai. T'as des mecs qui se revendent des comptes Xbox. Non, mais t'as raison. Hein. Ouais, avec plus de G-score là, etc. Ouais, des trophées. Popcorn enfin une chronique bossée, enfin. Chronique bossée approfondie et sérieuse sur les NFT, pardon, décidément quelle émission de C'est une balle qualité. perdue, quoi. Bah, Enfin, putain, mec, ça fait 2 ans, je me fais chier à côté de toi, je suis à ta gauche, gros, je m'emmerde. Ah, j'avoue. Ça fait plaisir. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est passionnant et ouais, c'est. Pareil, hein, j'y comprenais pas grand chose et à chaque fois j'hésitais à me dire est-ce que j'en parle dans les actus ou quoi et j'avais envie qu'on puisse poser les bases. C'est hyper costaud encore. Ouais. Parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de trucs bizarres que tu peux pas te faire un avis et te dire ok c'est bon, c'est fait, j'ai mon avis qui est fait sur les NFT. Franchement aujourd'hui, Il y a Oui, encore oui. plein de trucs très chelous et je pense aussi sur la flambée des prix, c'est aussi Ouais. beaucoup pour ce truc de j'ai acheté le premier tweet de C'est un peu la Jack, hype. le mec Ouais, de c'est Twitter, ça. c'est ça. Ouais. Donc je pense que ça joue beaucoup justement à la spéculation, Ouais, la c'est la flambée pure des prix et tout. spéculation. Je voyais dans les enchères l'artiste Banksy tu sais, de Ouais, bien sûr. Bristol. Déjà, ça semblait ahurissant, un morceau de mur tu vois, qui est vendu. Mais imagine, tu prends une photo. C'est ton premier voyage à Bristol. Tu prends une photo d'un de ces Grave. de ces un de œuvres, ces ouais. graphes, quoi. Ouais. Et tu le fais NFTiser. Mais en vérité, le mur est toujours là-bas. Ouais. Et les gens pourront toujours le prendre en photo. Et Mais l'intérêt, c'est que Tu vois. c'est aussi l'une des lois du marché. C'est que si un nobody. T'es pas un nobody, Marie, je te tiens haut dans mon cœur. je t'adore. Marie arrive en disant j'ai fait une photo de Banksy, je te la NFTise, je vais dire MDR, t'es qui, tu vois. Ouais. Il faut un minimum de, tu Ouais, vois, ouais, un ouais. minimum de bon sens qui arrive. Ouais. Mais là évidemment, c'est la folie pour l'instant. C'est un gros bordel. Mais ouais. Ça va, vous allez voir, ça va Se dissiper. stabiliser. Et je pense que vous allez voir, dans le jeu vidéo,
il va y avoir des good guys de la NFT, il va y avoir des bad guys de la NFT. Certains vont faire des trucs cool et d'autres vont faire des trucs super. En vrai, ça se fait. Ouais, bah, c'est un peu le cas déjà. Il y a un bon tweet. Il faut comparer avec les tableaux d'art. On peut avoir une copie parfaite de la Joconde pour le mettre dans ton salon. Mais si tu veux avoir la vraie et la revendre plus tard, le certificat prouvera que tu as l'authentique. C'est vrai que c'est. C'est là où, encore une fois, tu te rends compte que le certificat, des fois, vaut plus quasiment que l'objet en lui-même. L'objet lui-même. Tu Mm. vois, c'est ça qui est. Il faut renverser ta réflexion là-dessus. Tu voulais finir avec un exemple un Ouais, peu ouais. particulier. Avec une œuvre qui déchire, Amy Ratajkowski, c'est une influenceuse. Je crois que des fois elle passe à Webedia. Ok. Elle a pas un cul pas ouf. Un cul pas ouf, Ouais, il me semble. franchement, Elle est pas incroyable physiquement. 5 plus Ouais. sur 10, quoi, vite fait. Plus sérieusement, Amy Ratajkowski, qui est une meuf hyper smart et qui avait publié il y a quelques temps un truc super intéressant qui s'appelait « Comment j'essaie de racheter mon image ». Et en fait, Oui. elle expliquait comment toute sa vie, des gens avaient utilisé son image sans son consentement, donc des fois avec des contrats de mannequins un peu flous, des mecs, des photographes qui ont fait des carrières entières en publiant des livres, des photos d'elle, de séances qu'elle n'avait pas voulu, etc. Il y avait un portrait que vous voyez ici, qui est un portrait d'un artiste qui s'appelle Richard Prince. Alors, encore une fois, Ah ouais. c'est un mec qui s'amuse à prendre des photos Instagram et en faire des œuvres, puisqu'il insiste que c'est des œuvres, et les vendre. Et donc là, attention, alors là, ce que je vais vous montrer là, c'est, je ne sais pas si c'est le Camoulox ou l'épicentre ou l'antéchrist du droit d'auteur, mais attention. Là, c'est une photo de Emily Ratajkowski Qui pose. devant une œuvre de Emily Ratajkowski faite par un artiste qui s'appelle Richard Prince, qui a reproduit une photo d'Emily Ratajkowski qui a été publiée dans Sport Illustrated, avec notamment aussi dans cette œuvre des commentaires de personnes qui n'ont pas donné leur droit, et la photo de portrait d'Emily Ratajkowski qui, j'imagine, d'un selfie, donc, appartient à Emily Ratajkowski. Donc, voilà. Ouais. Et Emily La dingue. Ratajkowski a racheté cette œuvre, mais elle n'a pas le droit de la revendre, de la reproduire. Elle a racheté cette œuvre, elle a posé devant, elle a mis sur Instagram et elle vend le NFT. Oh, elle est La trop boucle- smart. la boucle est bouclée. Bah, c'est la vache qui rit, quoi. C'est la En boucle tout d'oreille cas, comme ça. à fond. elle a trollé tout le monde et elle a compris avant tout le monde. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'elle a expliqué à quel point on n'a pas attendu les NFT pour dire c'est le bordel des droits Ouais. d'auteur. Ouais. Qui appartient à quoi, quel artiste s'empare de quelque chose, est-ce que c'est du détournement, etc. Et évidemment, au passage, ça c'est un petit biais, mais c'était hyper intéressant la réflexion qu'elle avait. Il faut pas aller voir sur son compte Instagram, donc ce NFT d'elle posant devant une photo Incroyable. une œuvre d'art non autorisée d'elle sur une photo dont on n'a pas payé les droits. Oh là là, bah écoute, très bon pour finir ce grand angle là, merci beaucoup, parce que je sais pas dans le chat justement si vous avez pu comprendre un peu plus, si vous connaissiez déjà aussi l'NFT. L'AMEA, vraiment un crack, sujet ultra complexe de mais ouf. ultra intéressant, ouais, c'est pour ça qu'on voulait prendre un peu le temps aussi. C'est clair qu'il faut pouvoir s'accrocher, mais c'est aussi un peu le futur qui a l'air de nous attendre, Ouais, donc c'est bien de pouvoir en comprendre au moins les codes.